Voilà, Monsieur le Premier ministre, Madame la professeure du CNAM, chère Nicole, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de vous accueillir au Conservatoire, Monsieur le Premier ministre, et c'est la deuxième fois que vous participez au Forum Europe, puisque en 2010, vous étiez déjà venu exposer votre vision de l'Europe dans la mondialisation. Vous faites partie des personnalités dont il est presque inutile de rappeler le parcours, il est connu de tous. Je me permettrai de rappeler des points saillants de votre parcours si riche et de les rapprocher de notre établissement. D'abord, rappeler que vous êtes né à Rabat et que le Maroc vous est cher et que pour nous, c'est un pays auquel le Conservatoire est particulièrement attaché. Nous y avons depuis 40 ans un centre qui fait figure de modèle pour notre développement, mais aussi pour le Royaume du Maroc qui souhaite s'en inspirer pour construire son propre dispositif de formation tout au long de la vie. Et chaque année, nous formons environ 2000 Marocains. Vous avez été un haut fonctionnaire, vous avez été un diplomate et vous vous êtes impliqué dans toutes les questions africaines. Je crois savoir qu'il s'agissait d'ailleurs de votre première affectation au sein du ministère des Affaires étrangères. Et évidemment, nous nous retrouvons là aussi dans cet élément de votre parcours. Nous avons un centre au Maroc, mais nous sommes très présents en Côte d'Ivoire et à Madagascar, et nous serons bientôt au Sénégal, en Algérie et en Tunisie. Le président de la République souhaite s'appuyer sur nous pour construire une politique de coopération ambitieuse, fondée sur l'enseignement supérieur, la recherche et la formation professionnelle. Vous connaissez aussi très bien le Moyen-Orient, et aujourd'hui, ça a été une journée particulière au Conservatoire parce que nous avons fait une journée destinée à favoriser l'accueil des réfugiés dans notre pays et notamment voir comment nous pouvions aller plus loin pour offrir à ces nouvelles concitoyennes et nouveaux concitoyens la formation professionnelle, l'insertion, en commençant par la langue qu'ils méritent. Et nous travaillons évidemment, notamment avec notre centre du Liban. Vous avez été plusieurs fois ministre avant d'être le premier d'entre eux. Et vous êtes particulièrement impliqué dans la relance de la construction européenne. C'est ce que vous allez nous raconter maintenant. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, puis de l'Intérieur, et vous avez sillonné la France pour tenter de convaincre les Français de doter l'Union d'une constitution en 2005. Et je voudrais saluer combien nous vous sommes redevables, puisque c'est vous, Monsieur le Premier ministre, qui avez décidé de créer une chaire dite ministérielle de l'Union européenne au CNAM en mars 2007, et j'en salue la titulaire de la chaire. Je n'oublie pas aussi que c'est votre gouvernement qui a décidé de créer une chaire d'addictologie du CNAM, qui est une chaire très importante. Nous sommes le seul établissement à avoir une chaire d'addictologie qui a été confiée au professeur Didier Gell. Et puis, vous avez décidé aussi, et c'était une espèce de révolution culturelle pour notre établissement, de la première création d'une chaire du CNAM en région, alors que nous sommes un établissement un tout petit peu, on peut le dire, un tout petit peu jacobin, une chaire sur un sujet passionnant, l'agroalimentaire en Bretagne. Et puis, c'est votre gouvernement qui a permis l'achèvement des travaux de rénovation de notre magnifique musée, qui est quelque part le musée des arts et métiers dont nous sommes si fiers. Vous êtes un homme de lettres, un essayiste, un passionné d'histoire, un militant de la démocratie, et vous connaissez particulièrement bien la période qui a vu la naissance de notre institution. Le Conservatoire est un enfant de la Révolution et des Lumières. Il a pris son envol sous l'Empire, grandi sous la Restauration, et c'est le roi Louis-Philippe qui a inauguré l'amphithéâtre où nous sommes. Et ses fils ont assisté à des cours de chimie depuis l'alcôve qui est à votre droite, mais c'est bien la République et ses valeurs universelles qui ont fait du CNAM ce qu'il est aujourd'hui. Vous êtes enfin l'homme qui refusait toujours la guerre. Vous lui avez dit non dans un magnifique discours que chacun a en tête et dont chacun doit se souvenir au Conseil de sécurité en 2003. Et vous continuez sans relâche à défendre cette position extrêmement courageuse, parfois contre un espèce d'unanimisme, chaque fois que retentissent les armes aux quatre coins du globe. Vous affirmiez encore cette conviction que le dialogue vaut mieux que la force mardi soir, alors que la libération de Raqqa, fief de Daesh, venait d'être annoncée. Vous nous dites que la violence engendre la violence et que les guerres d'aujourd'hui préparent celles de demain.
En tant qu'historien moi-même de la période contemporaine, j'ai beaucoup travaillé sur cette question de la résilience des conflits et je suis très sensible, bien sûr, à votre argumentation. Très sensible aussi de rappeler que nous sommes dans l'amphithéâtre de notre fondateur, l'abbé Grégoire, et que vous avez su rendre un hommage constant à celui qui, en quelque sorte, a porté les combats de Grégoire, qui les a incarnés mieux que quiconque. Je pense évidemment à Édouard Glissant. À travers vous, vous avez prolongé cette œuvre de Grégoire et vous avez rappelé combien Glissant devait être lu. Il n'est pas sûrement assez lu. Et je rappellerai combien, dans la préface, dans l'avant-propos que vous faites à Mémoire des esclavages d'Édouard Glissant, vous signalez que Glissant est tourné vers l'avenir, tourné vers cette générosité et cet humanisme qui sont l'héritage du drame de l'esclavage. Merci, Monsieur le Premier ministre, merci d'être avec nous. Vous le savez, je regrette profondément pour d'autres obligations de devoir vous quitter rapidement, mais pour nous, c'est un immense honneur et une chance de vous avoir ce soir. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci. Vous pourrez le regarder en podcast sur le site du CNAM, Olivier, pendant tout le week-end. Bon, moi, je n'ai absolument rien à ajouter, puisqu'Olivier Faron a très gentiment et très bien retracé l'itinéraire de Dominique de Villepin. Je voulais juste dire que je suis très heureuse, merci Dominique, d'être venu pour la deuxième fois dans ce Forum Europe. Je suis très contente d'avoir pu vous attraper parmi tous vos voyages. Je crois que vous avez fait plusieurs fois le tour du monde depuis que vous avez un peu décidé d'être en marge de la vie politique. Je ne crois pas trahir de secret en disant que le candidat Emmanuel Macron vous consultait sur les questions de politique étrangère. Vous et Hubert Védrine, vous avez été deux des personnes qu'il a le plus interrogées sur l'évolution de notre planète, sur l'évolution de l'Europe, qui va être un peu le thème de votre conférence aujourd'hui, le retour, entre guillemets, de l'Europe sur la scène internationale. Donc moi, je suis très, très heureux. Je crois que tout le monde l'est. Tout le monde vous connaît. Vous êtes reconnu, apprécié, peut-être regretté pour certains. Et donc, je vous laisse la parole tout de suite. Ce que je vous propose, donc, c'est de parler au pupitre le temps jusqu'à ce que je vous fasse signe d'arrêter. Et ensuite, nous aurons un débat très convivial avec la salle. Voilà. Merci, Monsieur l'Administrateur général. Merci, cher Nicole. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici, dans cet amphithéâtre qui a tant d'histoire et tant de lettres de noblesse. Je me suis exprimé, c'est vrai, sur l'Europe, ma chère Nicole, il y a quelques années. Et donc, quand j'ai reçu votre invitation, je me suis posé la question que dire, que faire, comment ne pas se répéter, parce que même si le monde change vite, l'Europe est face à des défis qui ne sont pas nouveaux, qui ne sont pas récents. Et j'ai été guidé dans ma réflexion par les nouveaux impératifs dans lesquels nous vivons, d'un monde incertain, d'un monde changeant, et des nouvelles lois qui organisent le monde. Alors j'avais préparé un pensum bien ennuyeux, bien ingrat, bien abstrait, bien complexe. Et puis en venant ici, je me suis dit non, je ne peux pas leur faire ça. Essayons quand même de convaincre, essayons de toucher la chair du monde plutôt que de se perdre dans les méandres des querelles internationales et des querelles européennes qui ne sont malheureusement que trop nombreuses. Donc mon point de départ, c'est, si vous voulez bien, il n'y a pas très longtemps, c'est hier. Hier, mercredi, nous avons assisté, et nous sommes heureux d'être là, présents pour y assister, à sans doute l'événement le plus important des 50, 70 dernières années, et un événement qui va s'inscrire sans doute pour plusieurs siècles comme le fait majeur, le fait fondateur de l'histoire mondiale. C'était hier le lancement du 19e congrès du Parti communiste chinois, qui a ouvert, selon les termes du président Xi Jinping, une nouvelle ère, et qui a fixé, dans un discours de près de 3 heures et demie, la feuille de route
de la Chine. La feuille de route du parti, la feuille de route de l'État chinois, la feuille de route de la nation chinoise, et ça tient en 3 mots. C'est vous dire qu'il y a parfois des hommes politiques qui arrivent à avoir l'esprit concis, précis. Et la feuille de route, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, eh bien, 1,4 milliard de Chinois la connaissent. Alors, on peut discuter des mérites du système politique chinois. En voilà un. Il y a une feuille de route pour la Chine. La Chine, elle, sait où elle va. Dans l'histoire, au même moment, en cette journée de jeudi, je ne dirais pas que les Américains savent exactement où ils vont, je ne dirais pas que les Européens savent exactement où ils vont. Donc, vous voyez bien que nous sommes dans un temps de concurrence des temps. Il y a des sociétés qui sont axées sur le temps long, c'est le mérite d'un pays comme la Chine. Il y a des sociétés qui se vautrent dans le court-termisme, la spéculation, l'immédiateté, le royaume de Twitter, dont le président des États-Unis se gave matin, midi et soir. Et puis il y a nous aussi, Européens, qui sommes pris dans le court-termisme de nos crises, de nos difficultés, de nos défis. Aujourd'hui, c'est la Catalogne, avec l'impasse, nous y reviendrons, dans lequel sont et les Catalans et les Espagnols. Demain, c'est-à-dire lundi, ce sera un autre référendum qui aura lieu en Lombardie et Vénitie, on en parle moins. Mais cela montre que, oui, le régionalisme peut être contagieux et voilà un défi pour notre Europe. Donc on voit bien concurrence des temps, mais aussi concurrence des modèles et des systèmes. Tous les pays et toutes les régions du monde ne vivent pas à la même heure. Système économique dominé par le libre-échange, c'est l'ambition de l'Europe, c'est ce vers quoi se tend la Chine. On a tous entendu le président Xi Jinping à Davos marquer son choix d'une société internationale ouverte. Ce n'est pas l'orientation aujourd'hui des États-Unis. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont les apôtres d'un monde non plus ouvert mais fermé, eh bien ce sont les pays anglo-saxons, le Royaume-Uni du Brexit et les États-Unis. Qui lui dit? On nous eût dit il y a 10 ans que le monde allait se fracturer dans ce sens-là, personne ne l'aurait cru. Et donc il faut aujourd'hui introduire un certain nombre de critères nouveaux pour comprendre le monde. Et c'est ce que je voudrais que nous puissions faire ensemble, parce que le titre de la conférence, Nicole Niesotto l'a rappelé, l'Europe dans le monde, un nouveau départ. C'est un vœu. C'est un vœu. Tout le problème pour nous, c'est de faire en sorte que ce vœu devienne une réalité. Mais nous allons le voir ensemble, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit parce que le monde d'aujourd'hui obéit à 3 nouvelles règles, et je voudrais brièvement évoquer ces 3 règles pour comprendre à quel point nous sommes dans un océan de difficultés et dans un océan de complexité. La première règle du monde, c'est la règle de l'incertitude. Incertitude électorale, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Royaume-Uni, on l'a vu en France, on l'a vu en Allemagne, et qui est dominée par 2 clivages nouveaux qui divisent les sociétés internationales, et en particulier qui divisent les sociétés occidentales. D'un côté, le monde des mégalopoles, le monde urbanisé, de l'autre côté davantage les campagnes, les zones périphériques qui ne vivent pas la même vie que les populations des régions urbanisées et qui sont parfois délaissées, laissées pour compte et qui vivent mal la mondialisation. Autre critère, autre clivage, particulièrement ressenti en Europe aujourd'hui, qui est les parties est d'un certain nombre de pays européens, et en particulier de l'Europe centrale et orientale, c'est y compris vrai de l'Allemagne, et les parties ouest, donc un autre clivage géographique lié à ce phénomène nouveau, et qu'on aurait tort de négliger parce qu'il est durable, quand on sait que l'Afrique aujourd'hui a à peu près 1 milliard d'habitants, mais qu'en 2050, il y aura 2 milliards et demi d'Africains, et en 2100, 4 milliards d'Africains. Le problème des migrations est au cœur des relations internationales pour une longue période. Et donc, le jeu des migrations fait que les États européens les plus exposés à ces zones de migration se divisent selon les règles de la géographie, selon qu'ils sont plus ou moins exposés à ce problème de migration et selon qu'ils ont le sentiment que leur identité est plus ou moins menacée ou dissoute.
Au-delà de cette incertitude électorale qui explique la montée des extrêmes, la montée des populismes dans un certain nombre de pays, l'apparition de la ceinture de la rouille aux États-Unis, de la Bible Belt, qui marque des réactions très fortes aux évolutions du monde, il y a une incertitude nouvelle, importante, qui est l'incertitude géopolitique. Et de ce point de vue-là, on est forcé de constater que dans cette incertitude géopolitique, il y a d'une part les États-Unis qui rentrent dans une nouvelle ère, qui est celle du retrait. Dans un article récent, le New York Times évoquait une nouvelle forme de diplomatie pour les États-Unis, la diplomatie de l'oblitération, qui consiste à revenir sur l'ensemble des promesses, l'ensemble des engagements qu'avaient pris les États-Unis dans une période précédente. Alors on revient bien sûr sur la COP21 et les engagements des accords de Paris, on revient sur le partenariat transpacifique qui avait été une des grandes actions de Barack Obama pour essayer de rassembler, en dehors de la Chine, les pays du Pacifique. On fait en sorte de dénoncer ou de remettre en cause un certain nombre d'accords de libre-échange. C'est le cas de l'ALENA, le NAFTA, entre les États-Unis, le Mexique, le Canada. Donc une politique qui consiste à effacer ce qui existe, et c'est particulièrement vrai pour un accord important pour nous tous, qui était l'accord avec l'Iran. Donc une diplomatie de retrait et d'effacement par rapport à une autre attitude qui est celle de la Chine. Et c'est un élément fort de ce 19e congrès. Le président chinois indique que l'on passe d'une période où les Chinois ont assumé le fait de devenir plus riches à une nouvelle période qui commence, où ils doivent assumer d'être plus puissants. Dans la bouche d'un Chinois qui souvent aime à répéter « nous sommes encore un pays sous-développé », on voit bien qu'il y a là un saut dans un monde nouveau, une période nouvelle qui s'ouvre. La troisième règle, c'est l'incertitude économique. Je passe sur, dans le cadre de l'incertitude géopolitique, la multiplication des crises, Corée du Nord, Moyen-Orient, Sahel, nous y reviendrons. Incertitude économique, et on le voit quand on entend le cri d'alarme poussé par le FMI dans le cadre de ses réunions annuelles d'octobre, sur le risque de nouvelles bulles financières, bulles en Asie, bulles aux États-Unis, bulles y compris bancaires en Europe, qui peuvent menacer la croissance mondiale. Et on constate en effet, dans les incertitudes de l'économie, que nous avons changé d'époque. Et il y a quelques tendances qui méritent d'être rapidement soulignées. La financiarisation de l'économie fait que ce n'est pas la création de richesses qui est au cœur de l'activité économique bien souvent, mais la création d'une activité financière, d'une richesse financière. On peut s'enrichir sans pour autant créer de la richesse. C'est dire à quel point le modèle économique mondial est différent de celui du 19e, voire du 20e siècle. Le deuxième élément, c'est le fait qu'aujourd'hui, la création de richesse se fait en prenant en compte les opportunités les meilleures en termes de coût du travail, ce qu'on appelle communément les délocalisations. Et donc, il y a en permanence la chasse aux régions, aux pays qui peuvent être les plus favorables pour créer cette richesse. C'est vrai, y compris de la Chine, qui a délocalisé une partie de son activité dans les pays voisins où la main-d'œuvre est à coût moindre. Troisième élément qui marque cette incertitude économique, la disruption technologique. Nous sommes dans un monde où l'innovation technologique, en particulier à travers la révolution numérique, change complètement la donne. Nous sommes dans un monde qui change de rythme, change de nature. On le voit avec les promesses de l'intelligence artificielle, les machines qui rivalisent avec le cerveau humain. Nous sommes là dans une ère totalement nouvelle. Dernier élément, c'est l'accélération des crises. Nous étions dans un schéma où, pendant longtemps, on indiquait que les crises, c'est tous les 8 ou 9 ans. Nous sommes aujourd'hui dans un schéma où les crises financières reviennent assez régulièrement, tous les 3 ans. Il y a donc, en quelque sorte, un processus de maturation et d'accélération qui se fait beaucoup plus fort. Le deuxième élément, et la deuxième règle sur laquelle je voudrais insister, c'est la règle du déséquilibre. Ce déséquilibre, sur la scène mondiale, il est triple. Il est bien sûr vrai à l'échelle du monde, déséquilibre entre le jeu des puissances et entre les intérêts des puissances, déséquilibre aussi entre les puissances émergentes et les puissances développées. On voit bien qu'il y a là un fossé qui existe et qui est important entre les uns et les autres. Déséquilibre qui se veut aussi
régionale. Nous sommes en train de passer d'une logique d'un équilibre mondial et régional, d'un équilibre mondial de la terreur à des déséquilibres régionaux de la terreur. Et c'est une transformation de la plus grande importance et qui semble totalement passer hors de la vue du président des États-Unis. En effet, toute la construction de l'équilibre mondial de la paix se faisait sur la dissuasion. L'équilibre de la terreur, certains, un club très fermé, possédaient l'arme nucléaire, mais le but de l'arme nucléaire, c'est de ne pas s'en servir. On utilise donc la dissuasion pour montrer qu'on est capable de mordre, mais évidemment, tout le jeu, c'est de ne pas mordre. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase nouvelle avec un déséquilibre régional de la terreur et donc 3 zones de tension qui peuvent à tout moment s'enflammer. Bien évidemment, toute la région de la Corée du Nord, dès lors que la Corée du Nord atteint le seuil nucléaire, elle a une capacité, même s'il faut vérifier qu'elle a aussi une capacité d'emport des têtes nucléaires, elle a une capacité de frappe, et on voit bien à travers la réaction du Japon, de la Corée du Sud, à quel point c'est une menace prise au sérieux. Les experts américains imaginent qu'au lendemain d'une frappe, les représailles qui pourraient être dues par la Corée du Nord, qui pourraient être effectuées par la Corée du Nord, seraient de l'ordre d'1 million de morts. On voit bien qu'on ne parle pas de petites choses et qu'on parle de conflits qu'on n'a pas encore vus et qu'on est incapable même d'imaginer concrètement. Donc, une première zone, la Corée du Nord. Une deuxième zone de déséquilibre régional de la terreur, c'est évidemment le Moyen-Orient, encore plus si l'on remet en cause l'accord avec l'Iran, puisque remettre en cause l'accord avec l'Iran, c'est donner le signal à l'Iran qu'il doit ou qu'il faut qu'il accélère dans la recherche de l'arme nucléaire, et c'est prendre le risque d'une course à l'armement dans toute cette région. Pourquoi est-ce que l'Arabie saoudite, alors épaulée par le Pakistan, ne chercherait pas lui aussi à se doter de l'arme nucléaire? Et on voit bien qu'on rentrerait dans une zone de risque maximale. Troisième zone, c'est la zone Inde-Pakistan, où là encore, il y a une rivalité historique qui est loin d'être achevée et qui fait que nous sommes encore dans l'instabilité. Dernier élément du déséquilibre mondial, c'est à l'échelle des nations. On voit bien qu'il y a une inégalité, des inégalités qui sont produites par la mondialisation et qui expliquent ces déséquilibres entre pays, entre États, au sein de l'Union européenne. La situation de la Bulgarie est loin d'être la même que la situation de la France, de l'Allemagne, y compris le cas de la Grèce. On a vécu au rythme du feuilleton grec pendant les dernières années. On voit bien que ces inégalités sont un élément de perturbation et de déséquilibre. Le troisième élément, la troisième règle que je veux souligner, et elle est essentielle, et ça je vous demanderai de la garder bien en tête, parce que je pense que, y compris les gens de ma génération, c'est-à-dire la génération qui passe, verront peut-être dans ce domaine des changements profonds, c'est la règle de la vengeance des humiliations passées. Et c'est important pour nous, Européens, de garder cette règle en tête, parce que nous voyons chez tous les grands empires qui montent sur la scène internationale une forme de révisionnisme. Ces empires ont été humiliés. C'est vrai de la Russie, c'est vrai de la Chine, c'est vrai de la Turquie, et d'une façon également, c'est vrai de l'Iran. Il y a une revanche à prendre sur des années, des décennies, des siècles d'humiliation, et ça modifie évidemment le jeu international. Le deuxième facteur qu'il faut prendre en compte sur cette vengeance, cet esprit de vengeance des humiliations passées, ça nous concerne directement, nous, Européens, c'est le retour de bâton du colonialisme qui est loin d'être achevé. Quand on parle du colonialisme, de la décolonisation, du post-colonialisme en Europe, on a tendance à penser qu'il s'agit de vieilles lubies et de vieilles lanternes. Je peux vous dire, moi qui passe ma vie à voyager à travers le monde, c'est un élément extrêmement fort de la définition et de l'identité des anciens peuples colonisés. Et il faut veiller, avec une extrême attention, à ne pas blesser, à ne pas froisser. Et malheureusement, c'est un élément qui n'est pas suffisamment pris en compte par la diplomatie française, à travers nos interventions militaires. Nous sous-estimons quand nous intervenons. D'abord parce que nous le faisons souvent à la demande des États, ça a été le cas au Mali. Nous sous-estimons les phénomènes de rejet sur moyen et long terme,
Aujourd'hui, dans le centre du Mali, il y a des jeunes, des moins jeunes, qui jettent des pierres aux soldats français et aux soldats qui sont présents au Mali parce qu'ils n'admettent pas l'ingérence dans leur pays. Ce phénomène, moi, je l'ai vécu tout petit, quand j'étais au Maroc, au moment de l'indépendance, et Dieu sait si le Maroc n'est pas un pays qui a été virulent. Je l'ai vécu quand j'ai fait mon service militaire à Djibouti, je l'ai vécu quand j'étais jeune enfant et adolescent en Amérique latine, dans des pays comme le Venezuela, la Colombie ou le Mexique. C'est un élément extrêmement profond, ce retour de la mémoire des peuples, et nous devons en être conscients. Nous avons vécu avec l'image d'une Europe et d'une France, puissance d'ordre, qui voulait le bien du monde, y compris quand parfois nous l'imposions. Mais il faut mesurer la possibilité de mécanismes d'hostilité qui peuvent se multiplier à l'encontre de notre pays comme de l'Europe. En d'autres termes, et pour conclure sur ces déséquilibres, nous entrons pour l'Europe dans une ère de tous les dangers. Premier danger, c'est celui de l'encerclement. Encerclement par les crises, il suffit de regarder le risque d'escalade dans un pays comme l'Ukraine. L'Ukraine, aspirant à plus de liberté, à renouer avec l'Europe, à se faire signer un accord d'association avec l'Europe, eh bien mal leur en a pris, et surtout bien mal nous en a pris. L'Europe sortant de cette situation d'équilibre entre la Russie et l'Europe, eh bien c'était évidemment un signal qui a immédiatement suscité la frayeur du côté russe et qui a justifié, dans leur esprit en tout cas, la nécessité d'une intervention. Pareil pour les Balkans. Les Balkans, nous avons connu il y a quelques années de formidables batailles et des changements extrêmement brutaux, extrêmement profonds, mais nous sommes loin d'avoir apaisé les tensions dans cette région. La situation du Kosovo n'est pas apaisée ni clarifiée. La situation de la Serbie, du fait des minorités, du fait de la Bosnie. Nous sommes encore dans des régions qui sont travaillées par des ferments sécessionnistes, des ferments de querelles, par des trafics et par des mouvements intérieurs qui sont source de déstabilisation. Et rappelons-le, tout ceci à notre porte. De la même façon, pour le Proche-Orient et pour le Sahel, une crise comme la crise libyenne et la crise du Sahel sont loin d'être en voie de règlement et loin d'être en voie d'apaisement. Au contraire, ce sont des crises qui se répandent davantage. La crise du Sahel, qui était peu de choses en 2011, ne cesse aujourd'hui de s'aggraver, de s'approfondir. On le voit avec la situation du Niger, la situation du Mali et de l'ensemble des pays voisins. Nous sommes aujourd'hui devant un véritable défi, un véritable problème régional. Donc, encerclement par les crises, mais aussi, vous le savez tous, et je ne m'y attarde pas, c'est le risque terroriste qui est nourri par la multiplication des États faillis. Le terrorisme, il ne naît pas de nulle part, il ne suffit pas de mettre fin à l'État islamique à Raqqa pour que le terrorisme disparaisse. Le terrorisme, il naît sur les débris de sociétés défaites, sur les débris de peuples qui se sentent humiliés et marginalisés, et ils sont, ces risques terroristes, considérablement accrus par les interventions militaires étrangères, loin, au contraire, d'être apaisées. C'est également un problème, le terrorisme, qu'il faut aborder non seulement à l'extérieur de nos sociétés, mais bien sûr à l'intérieur. La plupart de ceux qui aujourd'hui commettent des actes terroristes en Europe viennent de nos propres sociétés et ça suppose donc des traitements complexes et difficiles. Troisième risque, c'est le risque migratoire. La crise ouverte en 2015, 1 800 000 réfugiés qui ont passé les frontières de l'Union européenne, 5 000 morts en 2016 en Méditerranée, c'est vous dire l'ampleur de la catastrophe, à quel point nous devons mesurer ce risque migratoire pour une durée longue. Deuxième danger qu'il faut prendre en compte, c'est celui pour l'Europe de la marginalisation. Ce n'est pas un petit risque. Nous avons tendance, évidemment, comme Européens, à voir midi à notre porte et à penser que nous sommes le centre du monde. Aujourd'hui, nous avons une Europe, et le président de la République l'a fort clairement rappelé à la Sorbonne, qui s'est construite tout au fil des dernières décennies, non seulement à l'abri des peuples, c'est-à-dire parfois très loin du consentement des peuples. Nous l'avons vécu nous-mêmes à travers le référendum de 2005, mais une Europe qui s'est construite à l'abri du monde. Et j'allais dire, c'est
presque aussi grave que le premier facteur. C'est sans doute ce qui explique qu'il y a à la fois un problème de relégitimation de l'Europe à travers le regard des peuples. Il faut relever ce défi. Comment faire en sorte que les peuples acquiescent à cette construction européenne, participent à cette Union européenne, soient d'accord avec les choix de l'Europe. Mais on a un deuxième problème, c'est qu'il faut resynchroniser l'Europe avec le reste du monde. On le voit bien, au moment du 19e congrès, nous avons un Conseil européen qui se tient aujourd'hui et demain. Et on va parler du CETA, on va parler donc du traité et de l'accord avec le Canada, de l'accord de libre-échange avec le Canada, de beaucoup de sujets importants, mais qui sont loin d'être à la mesure des véritables enjeux d'avenir pour l'Europe, loin de poser en termes politiques avec la gravité qu'il faudrait les véritables enjeux pour les Européens et qui soient compréhensibles par les Européens. Autant dire que ces conseils européens restent très confidentiels, ils ne font plus que quelques lignes dans les médias, quelques secondes aux 20 heures, et personne n'en comprend véritablement les enjeux. Eh bien, il faut resynchroniser l'actualité de l'Europe, les combats de l'Europe, la parole de l'Europe, avec les enjeux du monde, qui sont des enjeux qui, eux, n'attendent pas, sans quoi, évidemment, la marginalisation de notre pays, c'est le sujet, se confirmera. Deuxième marginalisation, ou risque de marginalisation, au-delà de cette marginalisation historique, c'est la marginalisation économique de l'Europe. On voit bien que dans le conflit qui s'est engagé, ou la rivalité qui s'est engagée avec les États-Unis, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies, où chacun construit son Internet, ses outils, les Américains avec le GAFA, les Chinois avec leurs propres outils, Baidu, WeChat, Tencent, Alibaba, chacun se dote d'outils pour peser sur le destin du monde. Et l'Europe, elle, reste encore dans ce domaine très embryonnaire. L'Europe, elle, manque de ces outils, et l'un des grands défis, c'est la capacité de sortir de cette marginalisation pour redevenir un acteur important de l'histoire économique mondiale. Dernier risque de marginalisation ou danger, c'est le risque de marginalisation politique dans les grandes crises. C'est une question très difficile qui se pose aujourd'hui aux dirigeants de l'Europe. Les dirigeants de l'Europe, ils ont du plaisir, et j'ai été moi-même dans cette situation, à essayer de trouver des consensus. C'est la logique européenne. Trouver des consensus, essayer de moyenner, de trouver une situation d'équilibre et de compromis. Et donc, la parole de l'Europe est très souvent une parole tiède. La difficulté, c'est que dans les grands moments du monde, et nous sommes à un tournant de l'histoire mondiale, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Et il faut parfois mener des combats. Et je prends un ou deux exemples qui me paraissent importants. L'Iran. Je ne suis pas sûr qu'on puisse continuer à être gentil avec le président américain sur une question aussi centrale. Il y a bien là deux intérêts qui divergent. Et la position américaine est une position qui menace la paix dans cette région et au-delà. Et à un moment donné, il est important de dire les choses si l'on ne veut pas perdre sur tous les tableaux. Parce que, bien évidemment, rester entre les deux, c'est prendre le risque de la compromission. Je pense que cette question iranienne et la question de la prolifération sont très révélatrices d'un choix qu'il nous faut faire. Nous pourrions être placés aussi devant des choix difficiles concernant la Corée du Nord, où nous ne pourrions pas accepter l'aventure qui, à un moment ou à un autre, pourrait tenter Donald Trump. Il y a donc là des choix très forts, très structurants, qui sont devant nous et qui amèneront peut-être l'Europe, ses dirigeants, y compris français, à sortir des consensus mous. La parole internationale doit parfois être une parole de combat pour donner à voir les réalités du monde telles qu'elles sont. Dernier danger, c'est le danger de l'immobilisme européen. L'Europe est paralysée par une perte de certains repères. Nous voyons par exemple qu'un des grands courants idéologiques, politiques européens, la social-démocratie, est en perte de vitesse. Elle, aujourd'hui, est incapable de jouer le rôle qui est le sien entre les vieux partis, qu'il s'agisse d'ailleurs de ceux représentés par Corbyn en Angleterre ou le Parti socialiste en France. Il y a une difficulté à porter un message à l'échelle de l'Europe, à porter une vision à l'échelle de l'Europe. Donc il y a là un manque
de structuration idéologique dans le cadre du débat européen qui pose problème. L'Europe, c'est en grande partie la social-démocratie qui l'a portée, et c'est aussi en grande partie les démocrates chrétiens qui l'ont portée par ailleurs. On voit bien que dans le débat politique européen, l'Europe n'est malheureusement pas au centre, ou quand l'Europe est au centre, c'est de façon négative. Le deuxième élément de la paralysie européenne, c'est bien sûr le populisme, avec la montée un peu partout en Europe de ces courants populistes, 30%, plus de 30% pour Marine Le Pen, une progression du mouvement allemand de la même façon extrêmement fort. On le voit également en Autriche, avec sans doute une participation au gouvernement. Donc un peu partout, il y a cette montée de courants qui risque de paralyser notre débat public. Et enfin, le dégagisme qui montre combien nous sommes à la fois marqués par l'esprit du temps, mais à quel point nous avons sans doute de la difficulté à structurer notre débat. L'arrivée de jeunes responsables politiques, on le voit en Irlande, on le voit en Autriche, on le voit y compris en France, mais qui est plus perçu comme la table rase que véritablement une volonté d'aborder l'avenir de façon organisée. Cette Europe, elle court le risque de la paralysie, elle court le risque aussi de la division. Il suffit de regarder aujourd'hui, tant sur le plan du projet que sur le plan de la méthode, à quel point nous abordons cet enjeu européen en ordre dispersé. Si on prend le projet, on voit bien, il y a une Europe française, il y a une Europe qui est celle de l'illusion politique, du gouvernement de la loi, de la primauté du politique, qui organise notre vision de l'Europe, mais qui n'est pas tout à fait la vision qu'on a en Allemagne, qui est une vision qui est fondée sur l'orthodoxie économique et financière et le respect de la règle. Ces deux cultures qui ne sont pas pareilles, ce qui explique que quand nous croyons dire la même chose, eh ben, ce n'est pas tout à fait vrai, et quand nous nous divisons, ce n'est pas tout à fait clair non plus. Donc il y a souvent des malentendus entre les uns et les autres qui expliquent que eh bien, nous n'avancions pas au rythme que nous voudrions. De la même façon, au-delà de la France et de l'Allemagne, nous devons constater qu'il y a d'autres visions de l'Europe. On pourrait même citer les 27 États de l'Union européenne et constater qu'il y a autant de visions, mais évoquons deux visions particulières, la vision polonaise, la vision de la Pologne, qui est celle d'une solidarité économique sans garantie, avec une demande forte de solidarité. Cela fait partie des pays qui profitent le plus des fonds structurels, des fonds régionaux, mais ce sont des pays qui n'estiment pas avoir en retour à rendre quoi que ce soit à l'Europe, et on voit bien aujourd'hui le chemin divergent sur le plan des valeurs qui existe entre la Pologne et le reste de l'Europe. De la même façon, l'Europe grecque, qui est une solidarité stratégique sans garantie politique. De ce point de vue-là, on voit bien qu'il y a deux évolutions qui sont différentes. Le dernier élément, c'est le fait que l'Europe, aujourd'hui, l'Europe politique, l'Europe dans sa construction, est une cible vulnérable. Nous sommes vulnérables parce que nous avons un modèle identitaire qui est un peu un modèle identitaire zombie, avec un recroquevillement sur des valeurs traditionnelles, une Europe chrétienne, une Europe blanche, mais nous avons du mal à porter dans la mondialisation une autre idée plus moderne, plus forte de l'Europe, et de la même façon, nous portons un modèle institutionnel qui est un modèle sans vie. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une Europe qui, très largement dans les débats internationaux, est une Europe désincarnée. Trois scénarios à partir de cette situation et de ces risques pour l'Europe. Le premier, c'est une bipolarisation du monde, un monde divisé entre les États-Unis et la Chine, où nous aurions alors que peu de place. Nous nous retrouverions pris un petit peu entre le marteau et l'enclume, avec une difficulté à exister, une difficulté à affirmer notre voix. Deuxième scénario, c'est celui d'un conflit au sein de la multipolarité, où il y aurait une rivalité entre les États-Unis d'un côté, l'Europe, la Chine, la Russie, entre les ensembles multipolaires. Là aussi, nous aurions du mal à faire entendre notre voix. Troisième scénario, c'est qu'aucun de ces deux scénarios ne dominerait. Situation d'anarchie, là encore, l'Europe serait en grande difficulté, tout simplement parce que nous n'avons pas la puissance suffisante, nous n'avons pas la force suffisante, ni l'identité suffisante pour véritablement nous positionner.
Alors, à partir de ce constat assez sombre, essayons de nous tourner vers les éléments d'optimisme. D'abord, il faut constater, et c'est le sens de la conférence d'aujourd'hui, un nouveau départ, il y a un moment européen. Il y a une chance à saisir pour l'Europe. Le premier élément, c'est le retour possible d'un couple franco-allemand. Et si l'Europe a longtemps hésité, c'est parce qu'en son centre, en son moteur, il y avait trop de balbutiements. Et donc le couple franco-allemand qui peut être de retour à la suite des élections françaises et à la suite des élections allemandes, même s'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce sujet, puisqu'on ne sait pas encore exactement comment sera composée la coalition. Mais il y a une volonté, du côté de Mme Merkel comme du côté d'Emmanuel Macron, qui a marqué sa vision de l'Europe très fortement dès les débuts de son mandat. Il l'a marqué à la Sorbonne, à Francfort et en Grèce, et l'ambition véritablement de transformer, de refonder l'Europe en donnant l'exemple à partir de changements au sein de notre pays même, réforme économique, réforme sociale, de façon à donner l'exemple. Donc, retour du couple franco-allemand, également un moment européen parce qu'il y a une unité de l'Europe qui se fait face aux difficultés. Et en particulier, l'affaire du Brexit a considérablement modifié les choses et les Européens se retrouvent aujourd'hui unis face à cette question, soucieux de sortir par le haut de ce défi du Brexit et en particulier en ce qui concerne le solde qui serait à payer, l'indemnisation qui serait à payer par le Royaume-Uni face à l'Europe. Donc c'est un élément d'unité qui fait qu'aujourd'hui les 27, sur cette question, dans la négociation conduite par Michel Barnier, se retrouvent ensemble. Il y a un dernier élément, c'est la prise de conscience de menaces qui nous touchent les uns et les autres, c'est le terrorisme, l'imprévisibilité américaine, qui joue là encore comme fortifiant de cette volonté européenne et qui montre que nous sommes à un moment, peut-être, de changement pour l'Europe dans la capacité que nous avons à agir. Alors se pose maintenant la question du passage vers l'Europe. Comment faire en sorte de passer d'une situation où l'Europe a, de façon assez pragmatique, considérablement changé au fil des dernières années, à un moment où l'Europe pourrait véritablement s'affirmer, imposer sa marque, voire renforcer sa puissance. Nous sommes aujourd'hui à un moment où je pense, pour ma part, que la question ne se pose pas en termes de saut fédéral. Nous sommes encore loin d'une situation où, de façon raisonnable et raisonnée, l'ensemble des 27 pays pourraient avancer ensemble pour véritablement resserrer leurs liens et décider ensemble de l'avenir de l'Europe. Nous sommes loin de cette situation. De la même façon, nous sommes loin également de ce que les Américains ont appelé le moment Philadelphie. C'est le moment où les États des États-Unis, les États de l'Union, ont ensemble décidé de se constituer en un seul pays, en une seule nation. Là, je pense aussi que toute tentative pour forcer les choses, pour brusquer en quelque sorte l'histoire, serait vouée à l'échec. Mais il y a deux rendez-vous qu'on ne saurait pas retarder. Et pour ma part, je pense que c'est ces deux rendez-vous qui doivent constituer l'urgence pour l'agenda européen. Le premier, et c'est à mon sens le point d'entrée pour cette nouvelle Europe, c'est l'indépendance. Les quelques éléments qu'on a évoqués rapidement de la situation du monde, les quelques éléments de cette imprévisibilité, de cette incertitude, montrent que l'indépendance est au cœur des choses. Et cette indépendance, nous devons l'aborder à travers les différents enjeux qui aujourd'hui sont devant nous. Et il y en a au moins trois, à mon sens, qu'il faut brièvement rappeler. Le premier, ce sont les enjeux économiques. Sans une indépendance affirmée de l'Europe, nous allons passer à côté d'une véritable capacité de défendre nos intérêts. Le président de la République a insisté à la Sorbonne sur la transition énergétique, sur la transition numérique, sur la transition industrielle. Nous avons besoin, dans tous ces différents domaines, de rassembler nos forces, de constituer pour la transition industrielle des champions européens, de constituer également des champions pour la transition numérique. Nous avons besoin de défendre nos intérêts et de nous organiser. Chacun d'entre nous ne peut pas le faire seul. Prenons le seul exemple de la transition énergétique. Nous avons le défi de constituer une centrale d'achat des Européens
pour 400 milliards d'euros, ce que constituent les achats de gaz par les pays européens vis-à-vis de l'Est. Est-ce que nous avons cette volonté, ce qui transformerait véritablement notre situation, bien sûr avec un avantage économique, mais surtout avec un avantage stratégique, en nous rendant plus indépendants, en attendant que les nouveaux gisements qui sont en train d'être découverts et d'être développés au Liban, en Israël et en Égypte ne viennent changer la carte des approvisionnements dans le domaine du gaz. Donc on voit bien qu'il y a là une mutualisation, un travail ensemble face à ces grands sujets et ces grands défis qui doivent véritablement nous permettre de prendre cette indépendance. Cette indépendance, évidemment, il faut l'affirmer dans un deuxième domaine, au-delà de l'économie, qui est la sécurité. Alors c'est vrai, dans la lutte contre le terrorisme, on en a beaucoup parlé, constituer un FBI européen, constituer un parquet européen, un meilleur partage du renseignement, une coordination dans le domaine du financement, de la lutte contre la propagande sur Internet, autant de sujets qui doivent véritablement être traités par l'Europe de la même façon en matière de défense, constituer une force d'intervention commune, par exemple, véritablement constituer une doctrine commune, une plateforme du renseignement, autant d'enjeux qui sont des éléments qui conditionnent cette indépendance. Donc je crois que, y compris en matière de maîtrise des migrations, où nous avons besoin de protéger nos frontières, d'agir très en amont dans les pays d'origine, tout ceci relève d'une logique commune d'action qui conditionne l'indépendance de l'Europe. Il y a un troisième enjeu que je veux mentionner, qui est important parce qu'il n'est que rarement évoqué, c'est les enjeux d'influence. Les enjeux d'influence sont aussi une condition pour développer l'indépendance de l'Europe. On le voit sur deux sujets au moins, qui est notre stratégie militaire dans le pourtour européen et en Afrique. Est-ce que véritablement les interventions militaires constituent la meilleure façon pour l'Europe de défendre sa puissance et de défendre sa sécurité? Est-ce qu'il ne faut pas avoir des politiques plus complexes et plus complète, notamment en travaillant sur les États faillis, la consolidation des pouvoirs, des forces de paix, dans le cadre de l'Union européenne, avec une force d'intervention commune en liaison avec une force à naître et à constituer du côté des Nations Unies. Ma conviction, c'est que nous manquons d'imagination dans ce domaine, et le résultat, c'est que l'Europe est perçue un peu comme n'importe quelle autre puissance, alors que nous avons une vocation, une capacité à agir, à mon sens, différente, et que nous pourrions contribuer à plus de stabilité en évitant les reproches de néocolonialisme, de néo-interventionnisme qui nous sont faits souvent et qui nous seront faits de plus en plus souvent. Donc un premier élément, c'est un nouveau type d'action et d'intervention militaire, prenant davantage en compte l'accompagnement civil, l'accompagnement juridique, l'accompagnement dans le domaine de l'état de droit. Il y a un deuxième domaine où je crois nous devons agir pour modifier la perception de l'Union européenne et qui constitue un enjeu d'influence et d'indépendance, c'est la diplomatie de projet. Nos diplomaties ont beaucoup de mal à être identifiées de façon spécifique comme diplomatie européenne. La diplomatie chinoise, et c'est un coup de maître de cette diplomatie au cours des dernières années, a inventé le concept de nouvelle route de la soie, c'est-à-dire de financer tout au long des anciennes routes de la soie, routes maritimes et routes terrestres, de financer des projets d'infrastructure pour stabiliser un certain nombre d'États confrontés à des difficultés et donc répondre aux problèmes de l'islamisme, répondre aux problèmes du terrorisme, répondre aux problèmes de la pauvreté et générer de la croissance dans ces pays, c'est-à-dire générer de la stabilité. Voilà une diplomatie qui est au service des peuples. Alors, bien sûr, vous me direz, il y a des arrière-pensées. Ils souhaitent avant tout vendre de la technologie chinoise, ils souhaitent avant tout marquer de leur influence ces pays, bien sûr. Mais il n'en reste pas moins que cette diplomatie-là, elle change la donne et que notre intérêt, ce serait tant en direction de l'Est de l'Europe qu'en direction du Sud de l'Europe d'inventer un concept du même type, imaginatif. Et pourquoi l'Europe ne prendrait-elle pas la tête d'un véritable pôle pan-européen, c'est-à-dire qui inclurait, puisque aujourd'hui, nous le voyons bien, il y a des réticences et des difficultés à poser la question de l'entrée de la Turquie, de la même façon concernant les Balkans, de la même façon concernant l'avenir du Maghreb, pourquoi ne pas constituer un ensemble qui nous ferait peser beaucoup plus lourd sur la scène mondiale, au-delà des 500 millions que nous sommes, y compris dans ce pôle pan-européen séparé de l'Europe, mais qui serait un ensemble constitué
avec la Russie, eh bien, nous aurions là un espace qui permettrait à notre économie de trouver de très nombreux débouchés, qui permettrait à notre technologie de trouver de très nombreux débouchés et qui, par ailleurs, générerait de la stabilité quand on voit aujourd'hui que le pourtour de l'Europe est en feu. Même raisonnement pour une autre diplomatie de projet, un projet à mon sens indispensable, qui est le projet euro-africain. Nous avons besoin, dans ce domaine, de penser l'avenir en commun avec l'Afrique. Aujourd'hui, quand nous pensons Afrique, nous pensons réfugiés, nous pensons terroristes, nous pensons trafic, nous pensons des problèmes et non pas des solutions. L'Afrique fait partie de notre avenir et nous avons donc intérêt à lancer avec eux un grand projet d'infrastructure qui non seulement stabilisera les populations, mais qui nous offrira des débouchés économiques importants. Voilà quelque chose qui devrait et qui pourrait être pensé à l'échelle de l'Europe. Alors, à partir de ce fait politique, à mon sens indispensable, et qui devrait constituer la ligne de force de l'action de l'Europe, l'indépendance, il y a une deuxième ligne, une seconde ligne, tout également indispensable, c'est l'unité de l'Europe. Et dans ce domaine, on voit bien qu'il y a du travail. Aujourd'hui, si l'Europe avance lentement ou si l'Europe n'avance pas assez, c'est bien parce que la situation de chacun des États fait que les divergences sont trop nombreuses. Donc il faut arriver à créer un véritable esprit européen. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être européen ? Eh bien, c'est une question qu'il faut se poser et il faut travailler à constituer cette identité européenne, à constituer cet esprit européen. Et c'est pour cela que, là encore, dans l'urgence de l'unité, il y a, à mon sens, un travail spécifique à faire sur une culture partagée. Le président de la République a abordé à Francfort la question des traductions. C'est un vrai problème. On peut l'aborder, cette différence, cette babelle européenne à travers les traductions. On peut l'aborder également à travers l'apprentissage des langues. Regardez l'avantage qu'a aujourd'hui tout jeune enfant suisse. Il démarre dans la vie en parlant le français, en parlant l'allemand, en parlant l'italien et en parlant l'anglais. Eh bien, si tout Européen arrivait à avoir ce bagage de 4 langues, alors croyez-moi, le sentiment européen s'affirmerait de façon considérable et les Européens d'un pays à l'autre auraient le sentiment d'être chez eux. Donc, problème de traduction et de langue, mais aussi problème d'ambition commune pour créer véritablement cette appartenance culturelle. Pourquoi ne pas avoir une réunion européenne des musées? Nous avons bien une réunion des musées nationaux. Eh bien, les musées européens méritent aussi d'être mis en avant à travers des avantages donnés à tous les citoyens d'Europe qui souhaitent aller dans l'un ou l'autre de ces musées. De la même façon, pourquoi ne pas constituer une bibliothèque européenne des musées? Il y a un savoir européen qui a ses règles, ses caractéristiques. Il y a une insatisfaction culturelle européenne qui fait que nous avons toujours le souci de rechercher ailleurs et de critiquer ce que nous savons pour voir autre chose. Cet esprit européen, il mérite là aussi d'être davantage défendu et avec la numérisation, voilà quelque chose qui pourrait changer la donne. Enfin, de la même façon, pourquoi ne pas avoir un grand programme de protection du patrimoine européen? Là encore, voir à l'échelle et penser à l'échelle de l'Europe, c'est donner à chacun une conscience européenne. La plupart des jeunes enfants français pourraient citer 1, 2, 3, 10 monuments français. Pourrait-il citer un monument au Royaume-Uni, un monument en Allemagne ou en Autriche? Donc, ce sentiment de l'identité européenne, eh bien, il mérite d'être défendu. Au-delà de la culture, il faut travailler sur, dès l'école, la constitution d'un savoir partagé. Là aussi, cet esprit européen, il part de là. Donc, la création d'un espace européen de recherche. Là aussi, le président de la République a fait des propositions, également pour un réseau des universités européennes diplômantes. C'est vrai que cette balkanisation des espaces de savoir en Europe a quelque chose qui limite notre ambition européenne, pouvoir passer d'une université à l'autre, faire en sorte que ces universités puissent donner des diplômes communs. Pareil pour ce qui est d'Erasmus, avec l'obligation ou la possibilité de faire des voyages dans tel ou tel autre pays de l'Europe. Systématiquement, quand on est un jeune Européen, ce serait un atout merveilleux. Enfin, dans cet esprit européen, il y a un sujet qui n'est pas suffisamment abordé sous cet angle, mais qui est très fortement perçu quand on voyage, en Asie, en Amérique, ailleurs, c'est le fait que nous avons, et que nous devons renforcer, une qualité de vie partagée. Il y a un mode de vie, un art de vivre européen.
Et ça, il faut non seulement en avoir conscience, mais il faut le développer. Parce que sinon, nous le perdrons. Régis Debray, très justement, s'interroge sur le fait de savoir si nous ne sommes pas de plus en plus américains à travers nos modes de vie, nos consommations, nos attitudes, nos réflexes de pensée. Mais la question se pose de savoir si nous serons capables de préserver cet art de vivre. Or, il faut savoir aujourd'hui que cet art de vivre français et européen, c'est aussi une économie. Et donc, nous ferons d'autant plus vivre cette économie que nous aurons conscience de ce patrimoine à défendre. Alors, c'est vrai dans des domaines aussi divers que l'alimentation, que la santé, que l'environnement, que le domaine social, où nous avons à travailler dans le sens de plus de convergence sociale, ou encore de l'aménagement du territoire. Tout ceci participe d'un certain mode de vie qui fait que nous avons du plaisir. Nous nous sentons bien en France et en Europe, mais faisons en sorte que tout ceci soit préservé. Alors, dernière question que je veux poser, c'est que faire à partir de cette situation? On voit bien les enjeux, indépendance et unité. Que faire et comment faire? Le premier élément, c'est la nécessité, effectivement, au-delà de l'association des peuples, au-delà de la synchronisation avec le monde, c'est de prendre en compte, bien évidemment, la règle démocratique. Et de ce point de vue-là, l'idée de convention démocratique me paraît répondre à un besoin pour organiser un débat sur les différents territoires européens et faire participer chacun pour que l'Europe ne soit pas quelque chose de distinct et d'abstrait. Mais je me pose la question, et ce sera ma conclusion, si l'heure n'est pas à aller plus loin. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui véritablement que la France, en liaison avec d'autres pays, fasse campagne pour l'Europe? Régulièrement, dans les campagnes électorales, la question de l'Europe est posée, souvent de façon très négative, et l'un des vrais mérites d'Emmanuel Macron a été d'assumer très fortement son identité d'Européen et son engagement européen. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter au lendemain de l'élection, et est-ce qu'il faut se contenter de s'adresser aux États et au gouvernement? Je crois qu'il est important, dans cette phase de l'histoire du monde, que le président de la République prenne son bateau de pèlerin et puisse aller faire campagne en Europe pour défendre cette exigence d'indépendance, cette exigence d'unité, cette exigence de démocratie, et pour que chacun s'approprie cette idée essentielle que nous pouvons ensemble écrire une page différente, qu'il n'y a pas de fatalité, et que le moment aujourd'hui fait que c'est un peu aujourd'hui ou jamais. Et donc cette campagne mériterait, à mon sens, d'être développée, à la fois pour écouter les uns et les autres, à la fois pour mobiliser les énergies, mais enfin pour proposer un certain nombre de pistes et un certain nombre d'axes, et pour faire en sorte que dans cette Europe, eh bien, les hommes politiques ne se meuvent pas seulement dans l'espace qui est le leur, de leur État, mais considèrent qu'après tout, l'Europe est notre avenir commun et que nous avons à convaincre partout en Europe. Et de la même façon, ma conviction, c'est qu'il faudrait que quelques chefs d'État européens, voire tous les chefs d'État européens, fassent campagne pour l'Europe, hors d'Europe. Imaginez que Emmanuel Macron et Angela Merkel, au lendemain de la création de la coalition, en janvier ou en février, décident de se rendre à Washington pour affirmer d'une voix forte cette vision d'une nouvelle Europe sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, avec ses lignes rouges. Parce qu'après tout, nous ne pouvons pas accepter de suivre le président américain dans toutes les aventures qu'il peut avoir en tête. Et pourquoi pas n'irait-il pas également à Moscou? Et pourquoi n'irait-il pas également à Pékin pour faire avancer cette idée d'une autre Europe, d'un symbole, ce serait un symbole fort de cet engagement que ces déplacements conjoints, et qui, je pense, frapperait les esprits. Enfin, je veux terminer, et ce sera mon dernier mot, je crois que j'ai dépassé et de loin le temps qui m'était imparti, en affirmant une conviction. Dans l'histoire de l'Europe, nous avons, pendant plusieurs siècles, regardé d'abord vers l'Ouest, c'est-à-dire vers les États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes dans un basculement du monde qui fait que l'avenir de l'Europe ne s'écrit pas seulement dans la relation avec le monde atlantique. Et dans la presse française, dans la politique française, chez beaucoup d'experts, il y a un angle mort sur la relation avec l'Asie, puisque nous voyons par trop l'évolution de l'Asie uniquement à travers une vision
d'un modèle politique et de droits de l'homme, et avec un certain nombre de réserves qui sont parfois justifiées, et même souvent justifiées, mais qui nous privent de penser l'avenir de l'Europe comme il le faudrait. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où le jeu des alliances, des contre-alliances, va être extraordinairement important. Et je pense que pour l'Europe, et bien sûr pour la France, notre avenir se joue dans la capacité que nous avons à inventer une relation de partenariat avec la Chine. Ne l'oublions pas, la première fois que Donald Trump a montré du doigt au lendemain de son élection un pays, c'était la Chine, menace économique pour les États-Unis. Eh bien nous, s'il y a un pays avec lequel il faut sortir d'un jeu de rivalité, de dénonciation, c'est la Chine. Nous devons inventer avec la Chine un type de relation exigeant, réciproque, à l'avantage des uns et des autres, mais qui nous permettent d'assumer ensemble, puisque nous partageons la vision d'un monde multilatéral, nous partageons une exigence d'un monde ouvert, eh bien inventons un chemin qui sera, à mon sens, un élément d'équilibre du monde. Aujourd'hui, nous sommes fragilisés par l'évolution des États-Unis et du monde anglo-saxon, et nous sommes insuffisamment ouverts à la relation avec les autres grandes puissances. Je pense à la Chine, je pense également à la Russie. Il est essentiel que l'Europe travaille à créer ce réseau de confiance, créer ce partenariat qui constituera pour l'avenir, quelles que soient les crises du Moyen-Orient, les crises asiatiques, les crises africaines, un élément d'enrichissement et de stabilité pour l'avenir de la planète. Merci. Cher Dominique, il y a tellement de choses dans ce que vous avez dit, tellement de choses formidables, à mes yeux en tout cas, tellement de choses justes, que j'ai du mal à trouver une seule question. La règle du jeu, c'est que je pose la première question et ensuite j'ouvre le débat avec la salle. J'en ai énormément. J'ai d'abord un commentaire. Nous avons des élections européennes dans 2 ans, maintenant en 2019, donc nous allons changer de parlement, de personnalité politique. Je le dis en toute irresponsabilité et en toute amitié. Il me semble que je vais, en tout cas moi, commencer une campagne et que l'on peut relayer pour que vous soyez candidat à la présidence du Conseil européen. Voilà, vous seriez un merveilleux président du Conseil. Je vois que vous me voulez du bien. En 2019, en tout cas moi, la question que je me pose, c'est comment réconcilier l'ambition que vous avez définie pour l'Europe et que je crois partage une bonne partie des responsables européens, peut-être pas des dirigeants, mais une grande partie des responsables politiques européens et en partie une bonne partie des fonctionnaires qui travaillent à l'Union européenne, comment réconcilier cette ambition des élites et la dépression des peuples? En particulier dans notre pays, nous avons toujours une société française très déprimée. Tous les sondages montrent que nous sommes le pays le plus dépressif de l'Occident et peut-être même de la planète. Et donc, comment réconcilier ceci? Vous avez parlé, en faisant allusion au reste du monde, vous avez parlé de peuples qui ont un esprit de revanche, une espèce de revanchisme post-colonial des peuples du Sud. Moi, je me demande si nos peuples européens ne sont pas dans un aquabonisme, c'est-à-dire une espèce de fatigue, à quoi bon tout ça, etc. Et donc moi, ma question, c'est... Moi, je vous suis complètement sur le programme, le projet politique, etc. Mais comment faire pour que ce soit porté, non pas par 2 personnes, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Angela Merkel, mais par 9 et 7, 16, 60 millions, enfin 120 millions de personnes, les Français et les Allemands, et puis après 500 millions de personnes. Comment réconcilier? C'est une vraie question et je crois qu'il y a deux voies possibles. La première... par tempérament, c'est toujours celle que je préfère, qui est la voie de la dramatisation.
Malheureusement, les Européens ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une situation difficile, et on l'a vécu au fil des dernières années avec l'évolution de notre économie, avec le changement de modèle vers une société de services, une ubérisation de l'économie, une financiarisation de l'économie. Mais les conséquences de cette évolution de la société mondiale, de la concurrence mondiale, la seule progression du niveau de vie des pays émergents, l'émergence de classes moyennes dans la plupart de ces États fait que le niveau de vie des pays européens sera sans doute menacé et va sans doute baisser. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de constater qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles si nous ne faisons rien pour nous dans la société de demain. Les choses vont devenir de toute évidence plus difficiles. Et c'est là où notre seule chance, parce qu'il y a des atouts qui sont importants, c'est dans le changement, dans l'innovation et dans la mutualisation de nos forces. Quand vous travaillez avec 27 États, vous avez une force de frappe beaucoup plus grande. Quand vous décidez de régler un problème à 27, si vous mutualisez vos énergies, vous êtes beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation que nous connaissons bien, nous Français, je n'irai pas jusqu'à parler de la jalousie française, le président s'en charge, mais je pense qu'il y a un esprit de querelle, un esprit de division au sein de l'Europe, où chacun a tendance à tirer la couverture à soi et à ne pas rechercher ensemble des solutions. Donc il faut trouver le moyen d'agir ensemble pour régler les problèmes ensemble, mais aussi pour saisir des opportunités. Donc je crois qu'expliquer aux peuples européens que la seule mécanique, et moi c'est ma conviction, la seule mécanique des réformes, ne suffira pas à changer la donne, ne suffira pas à redonner une croissance durable en France, à nous donner des parts de marché dans le monde et à changer l'économie française. Il y a véritablement dans le comportement de chacun, dans le comportement de nos sociétés et dans la capacité que nous avons non seulement à être français mais aussi à être européens, un changement d'échelle, un changement de niveau qui seul peut nous permettre de rivaliser avec des pays comme l'Inde, avec un continent comme le continent africain ou avec un pays comme la Chine. Donc vraiment, j'ai la conviction que c'est la seule solution. Ce changement d'échelle, ce changement dans la façon d'aborder les problèmes et les difficultés. Et la chance historique que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'unité et de l'indépendance se pose en des termes extrêmement brutaux. C'est une question qui, si nous ne la prenons pas à bras-le-corps, eh bien, se paiera extrêmement cher dans les 3, 4, 5 prochaines années. L'incertitude américaine, ce n'est pas une incertitude qui va durer uniquement le temps de la présidence américaine. Nous avons changé d'époque. Et donc, il faut savoir que nous pouvons moins ou pas compter, c'est la conclusion auquel est arrivée Mme Merkel, peu ou pas compter sur les États-Unis, et qu'il faut, à partir de là, compter sur nos propres forces. Si cet esprit de survie, nous ne l'avons pas, nous, Européens, aujourd'hui, je pense que nous en paierons très dramatiquement les conséquences. Alors, je vais regarder. Monsieur, là, juste devant, alors à gauche d'abord, oui, je l'ai vu en premier, oui. Et ensuite, monsieur là-bas, on va partager, voilà. Dans la présentation qu'on a fait de votre parcours, on a dit que vous n'aimiez pas la guerre au début. Alors, on est très nombreux à ne pas aimer la guerre. Mais qu'est-ce que peut faire l'Europe, pour venir sur la partie sécurité, qu'est-ce que peut faire l'Europe vis-à-vis de la Corée du Nord? Et avant une précision sur ce fameux discours que vous avez fait au Conseil de sécurité, en tant que citoyen de base, moi je l'ai reçu comme un message à Saddam Hussein qui pouvait dire quoi que vous fassiez, de toute façon, on ne fera pas la guerre avec vous. Alors, est-ce que c'est pas vous mettre en situation d'infériorité que d'annoncer d'entrée de jeu la couleur dans une négociation? On va prendre 3 questions.
Alors ça s'appliquera à la Corée maintenant. C'est plus facile de répondre quand on a la question en tête. D'accord, alors allez-y. Oui, il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer la guerre. Nous nous en passerions tous. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut rajouter de la violence à la violence et de la guerre à la guerre? Et ma conviction, c'est que malheureusement, la guerre, l'esprit de guerre, c'est un engrenage. Et qu'à un moment donné, il faut savoir casser ce cercle vicieux qui nous enferme dans un scénario où face à des tensions et face à des violences, nous faisons la guerre en pensant avoir la paix, ce qui nous conduit à d'autres violences et d'autres tensions qui accroît encore le cycle de guerre. Pour donner un exemple très simple, faire la guerre en Irak, c'est détruire une société, détruire le jeu des tribus, détruire un ordre historique et l'image qu'un peuple se fait de lui-même. Par définition, c'est ouvrir une boîte de Pandore, d'où sort quoi? Le terrorisme et le retour à des guerres féodales, des guerres locales, des guerres régionales, pour une période extrêmement longue. Donc, avant de faire une intervention militaire, il faut savoir quel est l'objectif que l'on a. Et ce que je n'ai cessé de dire, c'est qu'il n'y a pas de guerre viable sans une stratégie politique préalable qui puisse accompagner l'éventuelle utilisation de l'outil militaire pour véritablement faire la paix. La paix, ce n'est pas l'arrêt des combats. En Libye, on a fait la guerre, mais on n'a pas fait la paix. On n'a pas obtenu la paix. La paix, c'est une toute autre construction. Et si on utilise l'outil militaire sans avoir une stratégie politique qui permette de construire la paix, et on n'y arrive pas. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes au Proche-Orient. On a été créer une coalition pour faire la guerre en Syrie. Nous n'avons pas la moindre idée de ce qu'il faut faire maintenant en Syrie. Mais pas la moindre idée. Quel est le scénario? Alors on a des négociations à Astana, on a des négociations à Genève, à Paris on veut se mobiliser pour essayer d'organiser une transition. Et parce qu'on n'a aucune idée, la situation de vide risque de créer à nouveau d'autres formes de terrorisme et d'autres formes de rivalité. Et le résultat, c'est qu'on a face à face l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite, la Russie, les États-Unis qui ne savent pas très bien ce qu'ils veulent, les Kurdes, c'est-à-dire un panier de crabes qui risque à tout moment de dégénérer encore plus gravement que dans la période précédente. Et c'est là où il y a une inconséquence. Je prends aussi un exemple qui est celui du Mali. Tous les Français se réjouissent d'avoir été faire la guerre au Mali. Mais moi, je l'ai dit depuis le début, qu'on intervienne ponctuellement, comme on l'a fait 100 fois en Afrique, pour bloquer l'arrivée d'une colonne sur Bamako et éviter que Bamako ne tombe. Oui, mais donner un chèque en blanc à un gouvernement africain comme Ibeka et lui donner le sentiment que quoi qu'il arrive, on va le soutenir, avec évidemment, comme toujours et souvent dans ces sociétés-là, des régimes corrompus, c'est se priver de la recherche d'une solution politique. Le résultat, quelques années plus tard, on n'a toujours pas de règlement de la question Touareg, et on a une situation qui, contrairement à ce que la plupart des Français croient, s'envenime sur le terrain. La situation se dégrade dans le nord, elle est redevenue ce qu'elle était, elle se dégrade dans le centre, où les enfants et la société civile jettent des pierres sur nos soldats, et elle se dégrade tout autour du Mali, dans les pays voisins. C'est-à-dire que l'intervention militaire, elle crée un abcès de fixation qui gangrène les sociétés. Et vous savez, une société, c'est fragile, même des sociétés millénaires. Et une société, face à une intervention militaire, elle peut applaudir, comme elle l'a fait à Bagdad. Le premier jour, l'intervenant américain, on déboulonne les statues, on fait tomber Saddam Hussein, bravo. Mais le lendemain, vous avez déjà les gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'ils foutent ces GI chez nous? Qu'est-ce qu'ils sont venus nous apporter ?» Et vous avez les exactions, et vous avez la corruption qui commence à se multiplier, et vous avez un ressentiment qui monte, et qui, lui, dure pour des centaines d'années. Donc, moi, comme citoyen français, j'appartiens à une famille qui fait la guerre depuis la nuit des temps dans ce pays. Depuis Jeanne d'Arc, il y avait des ancêtres qui se battaient contre les uns et contre les autres. Et après, toutes les guerres à la suite. J'ai appris une chose. On gagne la guerre. On gagne des guerres. On a gagné la guerre d'Algérie. Et qu'est-ce qui s'est passé? On était foutus dehors quand même. Donc, le problème, ce n'est pas de gagner la guerre, c'est de gagner la paix.
Et arrêtons, même si ça sert beaucoup de nos dirigeants qui se forgent des images, des statuts et qui donnent le sentiment de tenir les choses et de défendre notre sécurité, dès lors qu'il n'y a pas de vraie stratégie politique. Moi, je ne suis pas contre le fait d'intervenir ou d'être intervenu à tel moment en Syrie, mais à condition au préalable qu'avec les Américains, avec les Russes, avec les différentes parties prenantes sur le terrain, on sache ce qu'on va faire, où aller, comment on va le faire. Sinon, c'est l'aventure. Sinon, c'est un nouvel État failli qui suscite de nouvelles guerres. Alors, il y avait une deuxième question ? Non, mais non, monsieur, on a peu de temps. Non, mais là, oui, alors la Corée, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, la Corée c'est un autre problème, mais nous pouvons faire quelque chose. Je rappellerai simplement que nous sommes signataires des accords de Panmunjom de 1953 et qu'à ce titre, il y avait un bataillon français pendant la guerre de Corée et qu'à ce titre, nous avons un rôle à jouer. Et moi, j'aspire à ce que la France dise aux Américains, écoutez, en Corée, même s'ils ne peuvent pas tout faire, il y a un pays qui peut quelque chose, c'est la Chine. Vous savez, la règle d'or en matière de gestion de conflits, c'est de laisser faire le pays le mieux placé. En Corée du Nord, c'est la Chine. Eh bien, laissons la Chine. La Chine a une proposition avec les Russes. Tant mieux, double gel. On gèle les manœuvres militaires américaines et sud-coréennes. Et parallèlement, les Nord-Coréens, dont on reconnaîtrait la frontière, acceptent, eux, de geler leur programme militaire et balistique, nucléaire et balistique. C'est le début de quelque chose. Et ça vaut mieux que pas d'accord, et ça vaut mieux qu'une catastrophe conventionnelle ou nucléaire qui se paierait avec des millions de morts. Monsieur. Oui, bonsoir. Justement, pour reconstruire un esprit européen, ne faudrait-il pas revenir sur les origines et le partage des responsabilités de la Première Guerre mondiale, qui fut une guerre européenne d'abord. Pour cette guerre, le traité de Versailles, l'article 231 dit « L'Allemagne est la seule responsable, payera les réparations », alors que l'historiographie moderne, notamment de ceux qui connaissent aussi le turc et le russe pour regarder de près les archives ottomanes et les archives tsaristes, disent que les empires russes et britanniques étaient ceux qui voulaient le plus la guerre, à condition que ce soit d'autres qui la commencent. Une question sur la revisitation de la Première Guerre mondiale. Je fais partie de ceux qui pensent que la mémoire est essentielle. Et il y a dans la mémoire européenne et également dans la mémoire française, des angles morts qui mériteraient d'être traités, d'être développés pour nous réconcilier avec nous-mêmes et pour nous permettre de voir l'avenir de façon plus sereine. Et dans ces angles morts, il y a bien sûr cette Première Guerre mondiale. Le livre sur les somnambules avait montré à quel point on pouvait arriver à la guerre sans jamais l'avoir voulu, par un effet d'enchaînement et une série de décisions. Et c'est souvent cela, effectivement, la guerre. On pourrait presque appliquer ce schéma, toute proportion gardée, à ce qui s'est passé en Libye, où d'une menace qui n'était pas vérifiée, eh bien, on a peu à peu eu une intervention britannique et française, tout ceci par un effet d'enchaînement, une logique qui reste à expliciter. Il y a un immense angle mort dans l'entre-deux-guerres européen et la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que le nazisme, c'est l'achèvement de la civilisation européenne, d'une modernité européenne, ou est-ce que c'est une anomalie? Ça fait partie des questions sur lesquelles un certain nombre de grands esprits travaillent et qui me paraît être un des véritables enjeux de l'histoire. Tant que nous n'aurons pas véritablement été capables d'assumer cette part d'histoire, nous n'avancerons pas ou mal. Regardez à quel point l'histoire de l'Espagne, l'histoire du franquisme pèse aujourd'hui dans cette question de la Catalogne. Chacun voit l'histoire de son côté et avec ses blessures. Il y a un troisième angle mort qui me paraît tragique pour la diplomatie française dans le défi que nous avons devant nous, c'est encore celui de l'Algérie. Nous n'avons pas une vision sereine, nous n'avons pas la capacité à agir dans notre relation avec l'Afrique du Nord et avec l'Afrique parce que cette relation n'a pas été surmontée par un vrai travail de mémoire. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est essentiel que de faire ce travail-là. C'est un élément qui accompagne l'action politique et l'action diplomatique. Et de ce point de vue-là, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des dirigeants qui s'intéressent à l'histoire et à la mémoire. Et je pense que c'est un élément qu'il faut constamment rappeler au peuple français et au peuple européen. Monsieur, ensuite madame. Oui, bonsoir monsieur le Premier ministre.
Je voudrais pointer du doigt ce que l'on pourrait appeler un déséquilibre, voire une incohérence entre une politique industrielle et une stratégie politique. Et je voudrais là rappeler la situation, sans avoir d'intérêt particulier dans un camp ou dans un autre, le rapprochement qui a lieu récemment entre General Electric et Alstom. Je vois là, en effet, une incohérence politique, puisque la France s'est toujours dotée d'une indépendance nucléaire, et sur le plan de la stratégie industrielle, s'est défait d'un outil fantastique avec les fameuses turbines Arabelle, qui constituent un élément du patrimoine industriel. Quelle est votre question, monsieur ? Et ma question, c'est, en situation et en responsabilité, Monsieur le Premier ministre, qu'auriez-vous fait à la place des dirigeants de l'époque? Voilà. Merci, c'est simple. Devant Lucie. Alors, Bouton. malheureusement, dans ce type de sujet, il n'y a pas de réponse qui puisse permettre de faire l'unanimité et qui puisse être considérée comme une bonne réponse. Moi, j'ai participé aussi de la recherche de grandes synergies sur le plan industriel, GDF, Suez, et à chaque fois, un certain nombre de voix s'élèvent, quelle que soit la stratégie qu'on ait choisie, quels que soient les pays qui servent de pivot pour créer un champion national ou un champion européen. Alors c'est vrai que dans le cas de General Electric et d'Alstom, on aurait pu souhaiter une solution européenne. Il se trouve que cette solution européenne, à l'époque, elle n'était pas facile et en quelque sorte, le choix Siemens-Alstom vient et sert d'exercice de rattrapage après l'opération General Electric Alstom. Mais une fois de plus, le mécano industriel est quelque chose de compliqué. L'État avance avec quelques outils, mais pas tous les outils. Il est sous la pression des événements, il est sous la pression en particulier d'une exigence sociale dans le domaine de l'emploi et au nom de cette exigence sociale, on est amené parfois à faire des choix qui sont des choix facilement vendables dans le court terme, apparemment bénéfiques dans le court terme, mais qui peuvent, dans le long terme, effectivement s'avérer contre-productifs, voire négatifs. C'est l'extraordinaire complexité des choix industriels. C'est pour ça que dans ce domaine, on a intérêt à faire en sorte que ces stratégies soient les plus éclairées possibles, c'est-à-dire au-delà des choix qui sont faits par les dirigeants, le gouvernement, intégrer dans le débat les partenaires sociaux, le Parlement, faire en sorte d'éclairer la décision sur le long terme à travers l'ensemble de ces critères. C'est quelque chose qui va se reposer dans les prochaines années de façon fréquente. La constitution de champions nationaux ou de champions européens, c'est véritablement une nécessité pour l'Europe aujourd'hui dans beaucoup de secteurs. On l'a vu dans le domaine de la construction navale, on le verra dans d'autres domaines industriels. Si on veut survivre, on a besoin aujourd'hui de rechercher des nouvelles alliances. Mais une fois de plus, je me garderai de donner des leçons dans ce domaine. C'est quelque chose de complexe, de difficile, dans lequel le nombre de variables stratégiques qui comptent, y compris la variable sociale, sont trop nombreuses ou suffisamment nombreuses pour rendre les choix compliqués. Inversement, parfois on a des stratégies industrielles qui peuvent donner un champion européen. Je pense à l'idée d'un rapprochement entre British Aerospace et ADS il y a 4 ou 5 ans, qui a été cassé par le gouvernement allemand, par une décision de Mme Merkel de ne pas le vouloir. Vous avez tout à fait raison, Nicole. Il y a aussi pour moi un mystère. Et je ne livre pas un secret national, mais nous avons la possibilité aujourd'hui de constituer un champion mondial, d'être les premiers sur le plan mondial dans le domaine de l'automobile, avec Renault et Nissan. Pourquoi est-ce que nous n'avançons pas dans la constitution d'un grand ensemble automobile, alors qu'aujourd'hui nous avons et le patron et l'entreprise susceptibles de prendre la tête dans ce secteur. Donc oui, il y a des lenteurs, il y a parfois des complexités, des difficultés, il y a beaucoup de paramètres en jeu, mais il faut souhaiter que cette exigence de constitution de champion par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde, par rapport aux États-Unis, nous permette d'avancer de façon plus audacieuse que nous ne l'avons fait dans le passé. Monsieur le Premier ministre, ça marche ?
Est-ce que vous pourriez nous préciser à quoi vous pensez quand vous dites qu'il faut arrêter d'être gentil avec le président américain concernant sa remise en cause de l'accord avec l'Iran? Eh bien, je pense que... Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, d'abord, on peut dire ce qu'on pense, complètement. Il y a dans le fond deux scénarios. Le premier qui consiste à essayer d'accompagner le plus possible, et je le comprends parce que, après tout, c'est ça l'exercice de la diplomatie, d'accompagner le plus possible le président Trump dans la multiplication de ses exigences. En gros, il casse l'accord, ou il le met en cause, et il rajoute dans la négociation un certain nombre de paramètres. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des droits de l'homme en Iran? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la déstabilisation ou de l'expansionnisme iranien dans la région, au Liban, en Syrie et ailleurs? Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des missiles balistiques? Bon, parfait. Sauf que l'accord avec l'Iran, que j'ai initié en 2003 avec les Anglais et les Allemands, il porte sur le nucléaire. Et vous savez, heureusement qu'on a réussi à constituer et à signer cet accord. Parce que le risque de prolifération, c'est un risque majeur. Qu'il y ait d'autres sujets à aborder avec les Iraniens, très bien. Mais on ne peut pas rouvrir une négociation en disant, très bien, on avait signé sur le nucléaire, maintenant on oublie tout et on va maintenant intégrer d'autres sujets. Attendez, quelle est la fiabilité dans la vie économique, dans la vie personnelle, dans la vie commerciale? Quelqu'un qui se comporterait comme ça, mais passerait pour un zozo. Pour un zozo. Enfin, on dirait, écoutez, mon vieux, à quoi vous jouez? Bon, imaginez, alors quelqu'un qui ne me paraît pas non plus d'une fiabilité absolue, mais quelqu'un comme le président nord-coréen Kim Jong-un, il voit le président des États-Unis laisser de côté l'accord qu'il a signé, qu'on a signé quelques années plus tôt avec l'Iran. Mais quel degré de crédibilité peut-on donner à la parole des États-Unis? Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le pays le plus imprévisible de la planète, et je dis ça comme diplomate et comme citoyen français et européen qui aime les États-Unis, j'ai été formé dans ce pays, j'y ai travaillé pendant de très nombreuses années, mais dire qu'aujourd'hui, le pays le plus imprévisible de la planète, c'est les États-Unis, ça fait quand même mal au cœur. Bon. Donc il y a un moment où il faut être capable de dire au président Trump, écoutez, vous êtes très gentil, mais il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas accepter. On est prêt à parler avec l'Iran pour l'avenir. En particulier, il y a, après 2025, la possibilité d'ouvrir un certain nombre de corbeilles dans la négociation. On peut même, dès aujourd'hui, évoquer avec l'Iran, dans le cadre de la recherche de solutions pour le Moyen-Orient. Mais dans le fond, il s'agit d'établir un dialogue d'État à État, de nation à nation, Europe, États-Unis, Iran, Russie, pour essayer de stabiliser le Moyen-Orient. Mais séparons-le. Et ne faisons pas du chantage, ne rentrons pas dans des logiques d'ultimatum. Vous savez, l'Europe, comme les États-Unis, ont pris cette mauvaise habitude qui consiste, chaque fois que quelque chose n'évolue pas comme ils le veulent, de trépigner. Alors on vote des sanctions, on menace. Enfin écoutez, non, une société organisée, une société structurée, c'est une société qui doit avoir de la discipline, de l'ordre. Et en particulier, la parole, quand on la prend, quand on donne sa parole dans le cadre d'une négociation, eh bien il faut la respecter. Eh bien je pense que la France, elle est fondée aujourd'hui à dire au président américain, écoutez, vous n'avez pas respecté la parole des États-Unis dans l'accord sur le climat. Alors on peut toujours souhaiter, rêver que vous changiez d'avis, mais d'autant plus que les Américains, dans cette négation de l'accord sur la COP21, l'accord de Paris, sont les premiers à se tirer une balle dans le pied. Ils arbitrent pour le court terme, c'est-à-dire défendre leur économie pour aujourd'hui, et ils se privent de la possibilité de développer de nouvelles technologies dans le domaine du renouvelable qui pourraient leur permettre d'être compétitifs pour l'avenir. Donc c'est absurde la décision américaine. Mais il y a un moment, il faut dire les choses. Alors, dirait le président français, le dit peut-être dans le secret des bureaux respectifs. Mais je pense qu'à un moment donné, et c'est le choix que nous avons eu avec Jacques Chirac en 2003, à un moment donné, vous ne pouvez pas rester confidentiel. À un moment donné, non seulement vous devez dire les choses et marquer les lignes rouges, mais vous devez même parfois mener un combat. Et quand, à la tête de la diplomatie française, j'ai été en Afrique, en Amérique latine, en Asie, pour empêcher les Américains d'avoir l'autorisation des Nations Unies pour faire la guerre en Irak, ce combat-là, il était non seulement légitime, mais nécessaire. Il y a des combats qui doivent être menés. Parce que la catastrophe que nous aurions eue d'une société internationale, d'une organisation des Nations Unies, qui aurait donné un chèque en blanc aux États-Unis,
au cœur du monde arabe, en Irak, compte tenu du symbole que représente l'Irak pour beaucoup de pays et de peuples du monde arabe, aurait été extraordinairement dangereux. Là, le conflit de civilisation aurait été véritablement un risque ouvert pour la société internationale. Donc, il faut mener parfois des combats et dire que nous entrons dans une zone où nous sommes dans l'inacceptable. Madame. Bonsoir, Bonsoir. Claire Edine, donc en tant que franco-turque, ma question va porter sur la Turquie, bien évidemment. Pensez-vous que la Turquie a vraiment une place au sein de l'Union européenne? Pensez-vous qu'elle va intégrer un jour, après 40 années d'humiliation, puisque vous avez parlé d'humiliation en citant la Turquie, donc je voulais avoir votre position sur la Turquie. Écoutez, il y a encore deux dirigeants ou ex-dirigeants politiques qui n'ont jamais cessé, ils n'ont jamais changé d'avis sur la nécessité de garder une main ouverte vis-à-vis de la Turquie, c'est Jacques Chirac et moi-même. Et nous avons toujours pensé que, compte tenu de l'histoire de l'Europe, compte tenu de la géopolitique européenne, se priver de cette perspective d'une Europe ouverte sur la Méditerranée avec la Turquie était dangereux. Et l'histoire des migrations récentes et du risque migratoire récent a montré à quel point nous avons besoin de la Turquie. Et aujourd'hui, à l'heure où la Turquie se décide à acheter des batteries de missiles, 4 batteries de missiles russes S-400, on voit l'émoi au sein de l'OTAN créé par cette décision turque. Donc oui, la Turquie est importante, elle est stratégique, elle est essentielle. Mais nous sommes bien obligés de constater que nous ne sommes pas dans un temps où cette question peut être traitée facilement et où elle peut progresser. Puisque nous avons aujourd'hui, au moment où le Conseil européen se réunit, un pays, l'Allemagne, qui a pris très clairement position pendant la campagne électorale, tous bords confondus, et Martin Schulz et Angela Merkel, pour dire, dans le fond, il faut arrêter ces négociations, elles n'ont plus de sens. Donc, aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Ma conviction, c'est qu'il faut garder une perspective européenne pour la Turquie. Nous savons tous, et c'était bien évidemment ce que nous pensions, et Jacques Chirac et moi, que ce n'est pas une perspective ouverte à quelques années. C'est quelque chose de beaucoup plus long et de beaucoup plus complexe. Mais le fait d'être capable d'inventer une Europe, puisqu'on parle de l'Europe à plusieurs vitesses, l'Europe des formats, voire d'un ensemble pan-européen, il est évident que dans cet ensemble pan-européen, la Turquie a toute sa place. Ma conviction, c'est que la Russie, là aussi, comme les Balkans, et que l'évolution de l'Europe fait que, naturellement, la Turquie doit trouver sa place dans un ensemble européen où la libre circulation, le libre commerce pourra être décidé dans l'intérêt des uns et des autres. Donc, je crois qu'il ne faut pas théoriser, pas faire de cette question une question idéologique ou théologique. Je crois que la Turquie est confrontée sur le plan historique à une vraie difficulté. Moi, j'appartiens à une famille qui est en partie lorraine. Mon grand-père est le premier officier français, le premier artilleur français à être rentré en 1918 dans Metz libérée. Et on a les faits d'armes que l'on peut dans chaque famille. C'est pour vous dire que l'Alsace-Lorraine, la tache violette sur la carte, c'est quelque chose qui m'a enfant marqué, comme la dernière classe qui évoque 1870 d'Alphonse Daudet. Eh bien, il faut savoir que pour la Turquie, aujourd'hui, la question kurde, c'est une question centrale. C'est une question qui touche au cœur de l'identité turque. Donc la Turquie, elle est confrontée avec la crise syrienne, avec la question kurde liée à l'Iran, liée à la Syrie, liée à l'Irak, à des défis majeurs. On a besoin de prendre en compte le problème des autres, dès lors qu'on demande à ces autres de prendre en compte nos problèmes. La Turquie a tendu la main à l'Europe pour jouer tout son rôle, et même un peu plus que son rôle sur la question migratoire. Certes, nous avons choisi un accord financier qui était rémunérateur, mais ce n'est pas l'essentiel. Il y a véritablement un engagement de la part de la Turquie qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Nous avons pour l'avenir beaucoup d'intérêts en commun et bien sûr la stabilité au Moyen-Orient et en Méditerranée. Donc je pense qu'il ne faut pas se priver de cette relation de proximité avec la Turquie. Dernière question peut-être, monsieur. Oui, bonjour. Une chose que vous n'avez pas abordée et qui me travaille beaucoup, c'est la question de, je dirais, c'est la question des médias et c'est la question de la démocratie.
En fait, le problème est qu'on n'entend pas la voix de l'Europe. Par contre, les jeunes sont rivés sur leur smartphone, sur les fake news, sur les réseaux sociaux. Et là, on n'a absolument aucun écho de l'Europe. Rien du tout. Et je pense que le Brexit est apparu suite à des fake news, et je pense que l'élection de Donald Trump aussi. Donc là, c'est quand même assez grave. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi penser à ce sujet-là, mais je pense que les médias ont leur part. Alors la question médiatique est évidemment une question importante, parce que les médias, ce sont des outils d'information, mais qui ont forcément un intérêt économique et commercial. Or, l'Europe, en tant que telle, ne fait pas vendre. L'Europe, elle fait vendre à travers son prisme négatif. Dès lors qu'on peut montrer qu'elle ne marche pas, dès lors qu'on peut montrer qu'il y a ici et là des choses qui tournent mal. Donc par définition, la défense de l'Europe, elle est difficile à faire, et difficile à trouver, difficile à imaginer dans les médias. Et c'est pour cela que j'ai la conviction qu'aujourd'hui, l'enjeu européen, c'est un enjeu qu'il faut porter à tous les niveaux. Bien sûr la classe politique, bien sûr le président de la République, et tant mieux si nous avons un président qui aujourd'hui veut défendre cette exigence européenne. Mais au-delà de la classe politique, les milieux économiques, on ne les entend pas beaucoup aussi sur l'intérêt qu'ils ont à défendre une Europe ouverte et une Europe qui joue son rôle à travers le monde. L'ensemble des milieux intellectuels et des experts, mais aussi, et c'est l'intérêt des conventions démocratiques, associer le plus possible tous les citoyens. Parce que ce qui se décide aujourd'hui à l'échelle de l'Europe, et les Français sont passionnés de politique, ce qui se décide à l'échelle de l'Europe, ça concerne chacun d'entre nous, et tous nos enfants demain, leur vie sera conditionnée par ce que nous aurons fait ou ce que nous n'aurons pas fait. Donc c'est véritablement un enjeu de premier ordre, et il faut essayer partout de développer une parole sur l'Europe, des convictions sur l'Europe, nourrir l'espoir européen. Et c'est là où ma conviction, c'est que en défendant cette idée d'une unité européenne porteuse d'une exigence culturelle, d'une exigence sur les savoirs, d'une exigence sur l'art de vivre, on fait descendre l'Europe dans la vie quotidienne de nos compatriotes, des Français comme des Européens. Défendre le patrimoine européen, défendre les musées européens, défendre une université ou des universités européennes, c'est véritablement faire rentrer l'Europe dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Et c'est là où cette Europe, tout à coup, aura un visage beaucoup plus bienveillant. Il faut comprendre que l'Europe, elle n'a pas cessé depuis 30, 40 ans, et particulièrement dans les dernières décennies, d'avoir le mauvais rôle. Et il n'y a pas donc à s'étonner que l'Europe porte un visage qui coince. Aujourd'hui, il faut changer le visage de l'Europe, et il faut lui donner des responsabilités et l'engager dans des domaines où elle peut changer notre vie quotidienne, apporter des réponses dans le domaine de la sécurité, sur l'immigration, répondre à nos peurs. Et donc cette Europe, elle changera d'autant plus rapidement de visage qu'elle traitera ces sujets du quotidien, ces sujets qui touchent chacun d'entre nous, et qu'elle apportera des réponses adaptées. Alors moi, je vais avoir le mauvais rôle à jouer parce que je vais être obligée de mettre fin à ce débat pour respecter le temps qu'on vous avait demandé et le temps de nos auditeurs. Donc, merci infiniment. Moi, j'avais encore plein de questions. Je pense qu'avant 5 ans... Bonjour. Bon, voilà, vous avez un petit cadeau. J'espère que c'est... J'espère que votre officier de sécurité les acceptera. Je vous réinvite dans 5 ans, peut-être avant, cher Dominique, peut-être dans 2 ans. Mais en tout cas, merci avant. Donc tout le monde dit avant. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était formidable. Dans un mois, nous avons Michel Barnier, le jeudi 16 novembre. Venez aussi, ce sera également formidable, d'une autre façon, mais je crois très intéressant. Merci Dominique.